Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une patiente de 63 ans qui consulte pour renouveler son traitement hypnotique, le Zopiclone. Ça va être l'occasion de revoir ensemble la démarche diagnostique en cas d'insomnie chronique et les traitements de l'insomnie chronique. Je vous rappelle que les vidéos de cette chaîne s'adressent aux professionnels de santé, surtout aux médecins généralistes et internes en médecine générale. Si vous êtes concerné personnellement par le sujet, il vaut mieux vous rapprocher de votre médecin traitant qui pourra vous conseiller en tenant compte de votre situation. Tout à l'heure, j'ai reçu une patiente qui consulte pour renouveler son traitement par Zopiclone. C'est un médicament qu'elle prend depuis plusieurs années maintenant. Il a été prescrit initialement dans le cadre de troubles anxieux qui se sont brutalement majorés en période de périménopause. Elle prenait à l'époque déjà un traitement antidépresseur dont la majoration n'a pas eu d'effet sur son insomnie d'endormissement. Elle est arrivée un jour au cabinet désespérée parce qu'elle n'avait pas du tout dormi depuis plus d'une semaine et qu'elle était exténuée. Nous avions convenu d'un traitement court par hypnotique pendant quelques jours, mais aujourd'hui, je constate que ces semaines se sont transformées en mois qui se sont transformés en années. Et que malgré des consultations en médecine du sommeil, qui a éliminé d'autres troubles du sommeil, les consultations chez le psychiatre et le psychologue pour son trouble anxieux, et malgré des sensibilisations répétées lors des consultations, ma patiente prend toujours ce traitement et revient pour que je renouvelle l'ordonnance. Ce constat d'échec est l'occasion de faire le point sur l'insomnie chronique afin de réfléchir à comment mieux faire. Les troubles du sommeil sont des troubles excessivement complexes. L'idée ici est de se remettre en tête quelques idées fortes à avoir en consultation et quelques pistes à proposer pour savoir comment orienter au mieux. L'insomnie, c'est le ressenti d'un mauvais sommeil, soit des difficultés d'endormissement, soit des réveils multiples ou précoces, soit un sommeil non réparateur. Ces troubles sont associés à des retentissements sur la journée, fatigue, perte de concentration, manque de mémoire, morosité ou irritabilité, erreur dans la réalisation des tâches. On ne parle d'insomnie que si le patient a des conditions propices au sommeil, temps suffisant et environnement adapté. L'insomnie chronique, c'est une insomnie qui dure plus de 3 mois. Elle peut être isolée, sans comorbidité, ou associée à des comorbidités, soit mentales, état dépressif, troubles anxieux généralisés, troubles bipolaires, etc., ou liées à des pathologies physiques, douleurs, hyperthyroïdie, troubles respiratoires. Elle peut être également liée à des médicaments ou des substances perturbant le sommeil, caféine, alcool, médicaments comme la cortisone ou amphétamine par exemple. En cas de mauvais sommeil, il est important de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'autres troubles que l'insomnie, notamment l'apnée du sommeil qui est invoquée, surtout quand il y a une somnolence diurne, c'est-à-dire une tendance à s'endormir en journée ou s'il y a besoin de sieste, ce qui est habituellement et étonnamment pas le cas en cas d'insomnie. Il y a également la notion de ronflement nocturne, de réveil en sursaut, de pause respiratoire, de maux de tête le matin, il y a l'hypercapnie ou nicturie du fait de l'augmentation de la volémie. Le syndrome des jambes sans repos et l'apparition de brûlures, d'engourdissements dans les jambes lors du repos ou de mouvements périodiques involontaires des jambes. Le bruxisme, c'est le fait de grincer des dents. Un trouble du rythme circadien avec avance de phase ou retard de phase. Par exemple, pour le retard de phase, ce sont des patients qui spontanément auraient tendance à se coucher plus tard et à se lever plus tard, mais qui sont contraints à des rythmes différents du fait de contraintes sociales, travail, cours, etc. Le trouble du rythme circadien avec retard de phase est fréquent notamment chez les adolescents. Le principal outil diagnostique à proposer en cas d'insomnie chronique, c'est de proposer aux patients de remplir un agenda du sommeil sur au moins 2 semaines. On y note les horaires habituels de sommeil, la tendance du soir ou du matin, le temps passé au lit, la fréquence des troubles. C'est un complément utile aux déclarations du patient qui ont souvent tendance à mieux se souvenir des mauvaises nuits que des bonnes. Cela peut être utile aussi pour visualiser comment
Les patients qui se plaignent d'insomnie ont souvent l'impression de ne pas dormir du tout alors qu'il y a des sommeils. Et il y a souvent une dissociation entre le vécu subjectif du sommeil et les mesures objectives du sommeil. Ça permet d'identifier la nature de l'insomnie, son type, sa sévérité, ça permet d'identifier les répercussions, la latence d'endormissement, et cela permet de mesurer l'indice d'efficacité du sommeil, c'est-à-dire le temps total de sommeil sur le temps passé au lit x 100 qu'on peut utiliser pour suivre l'efficacité des traitements. Alors moi, j'avais pas demandé à ma patiente de faire un agenda du sommeil à tort. A posteriori, je regrette de ne pas en avoir rempli avec elle parce que ça m'aurait probablement aidé à mieux comprendre son rapport au sommeil et son rythme de vie. Alors comment se développe l'insomnie? L'insomnie, souvent, s'installe dans un cercle vicieux avec 3 grands types de facteurs. Les facteurs prédisposants, c'est ce qui nous rend le plus vulnérables au départ, comme être de nature anxieuse, par exemple. Il y a ensuite un facteur précipitant ou facteur déclencheur comme un stress ou une maladie qui fait tout basculer. Et il y a après des facteurs en maintien. C'est ce qui fait que même si le facteur précipitant disparaît, il y a des habitudes ou des pensées automatiques qui prennent le relais et qui entretiennent le problème. C'est ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Ça peut être par exemple des conclusions hâtives, attribuer les difficultés aux problèmes de sommeil alors qu'elles ne se sont pas nécessairement reliées. La dramatisation, c'est-à-dire surestimer la gravité des conséquences du manque de sommeil. La surestimation de l'insomnie elle-même, l'impression d'avoir très peu dormi alors qu'objectivement ce n'est pas le cas. Les traitements de l'insomnie chronique, ça repose déjà sur des conseils en termes d'hygiène de vie. Le sommeil est assez sensible aux habitudes de vie et à l'environnement et il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter le sommeil. Et parfois, de petites modifications peuvent aider. Par exemple, proposer de maintenir des horaires de lever et de coucher réguliers. Comme ça permet d'avoir un rythme circadien qui est lié au rythme de vie. Respecter les besoins de sommeil, c'est-à-dire ne se mettre au lit que quand on a envie de dormir. S'exposer à la lumière, en particulier le matin. Pratiquer du sport régulièrement, alors plutôt le matin aussi, parce que le soir, ça peut exciter, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Donc il vaut mieux modérer la consommation d'excitants comme le café ou des boissons énergisantes par exemple, ou ne pas en boire après 14 heures. Le soir, le mieux, c'est de dîner, mais de ne pas faire un dîner trop lourd. Privilégier des activités calmes le soir, la musique, la relaxation, des activités manuelles. Le mieux, c'est de s'aménager une chambre propice au sommeil, obscurité, silence, température entre 18 et 20 degrés. Essayer de se déconnecter au moins 1 heure avant de coucher des écrans. Éviter les réseaux sociaux qui peuvent être assez stimulants intellectuellement et qui auront un mauvais impact sur le sommeil. Et l'idée est de se mettre au lit quand on a envie de dormir. Éviter de rester au lit quand on ne dort pas. Si ces mesures d'hygiène ne fonctionnent pas, le traitement de premier choix, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Elle comporte plusieurs axes. De la psychoéducation, c'est-à-dire expliquer les mécanismes qui se sont mis en place. Un deuxième point sur lequel on va revenir, qui est la restriction du sommeil. Troisième point, le contrôle du stimulus. Et dernièrement, des méthodes de relaxation. Alors pour en revenir sur la restriction du sommeil, c'est assez étonnant et hyper intéressant, l'idée étant d'inciter les patients, et en les ayant bien préparés avec une thérapie avant, les inciter à se coucher plus tard et à se lever plus tôt. C'est utile parce que ça va permettre d'augmenter la pression au sommeil le soir, pour que l'endormissement se fasse plus vite. En diminuant le sommeil, ça permet de rendre les périodes au lit plus efficaces. Et ça permet d'aider à sortir du cercle vicieux qui s'est mis en place. Le contrôle du stimulus, c'est de travailler à rompre l'association apprise entre le lit ou la chambre et l'insomnie pour rétablir une connexion entre le lit et le sommeil. Par exemple, ça consiste à se coucher uniquement quand on a envie de dormir et à se lever si on reste réveillé plus de 15-20 minutes. Et d'utiliser le lit uniquement pour dormir et pour l'intimité et à se lever à des heures fixes chaque jour. La thérapie cognitive et comportementale, notamment avec restriction du sommeil, ça marche plutôt bien, ça a bien été évalué.
D'où l'intérêt en fait d'avoir des beaux correspondants qui sont formés à ces techniques pour aider les patients. Plusieurs applications ont aussi été développées et validées. Personnellement, c'est via l'une d'entre elles que j'ai découvert plus en détail la thérapie cognitive et comportementale avec restriction du sommeil. Je trouve que c'est une option qui peut être intéressante chez les patients que ça intéresse. Et donc moi, je passe par le site Aptera, où on se connecte avec sa carte CPS qui permet de prescrire des applications, et notamment l'application Hello Better, qui propose ce type d'accompagnement via le téléphone sur 3 mois. C'est assez bien fait, c'est une application qui est initialement allemande, qui a été traduite en français. Et si ça vous intéresse de mieux comprendre comment ça marche, je vous conseille de l'auto-prescrire. C'est hyper bien expliqué, on comprend vraiment bien le principe de la thérapie, et puis c'est intéressant parce qu'après on peut aussi l'expliquer aux patients. Les médicaments n'ont pas leur place dans l'insomnie chronique. Les benzodiazépines n'ont pas d'indication, seulement dans l'insomnie aiguë, théoriquement et maximum 4 semaines. Les principaux effets indésirables des benzodiazépines sont des risques de dépendance et d'accoutumance, de la confusion, une augmentation du risque de chute et des troubles cognitifs à long terme. Les antihistaminiques, antipsychotiques, phytothérapie, etc. n'ont pas d'indication non plus. La mélatonine n'a pas d'indication dans l'insomnie chronique, elle est indiquée plutôt dans des troubles du rythme circadien, en cas de retard de phase et chez les patients âgés de plus de 55 ans. Les antagonistes des récepteurs de l'orexine, le Gvivid, qui est un médicament récent, a l'indication pour l'insomnie chronique. Il diminue l'état de veille. C'est un médicament pour lequel on manque encore de recul en 2025 et qui ne relève pas, selon moi, du premier recours pour l'instant. Pour en revenir à ma patiente, j'ai découvert seulement récemment cette thérapie de restriction du sommeil et donc je lui en ai parlé. Elle était hyper intéressée à l'idée d'utiliser une application, je lui ai donc prescrit et j'espère que ça va être une aide pour enfin améliorer sa perception du sommeil et pouvoir concrétiser un sevrage, un zopiclone. On en a reparlé également. On a conscience toutes les deux que la diminution du zopiclone sera très progressive et d'autant plus lente qu'elle prend le traitement depuis longtemps. Donc aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est pas une histoire de sevrage réussi, mais celle de nouvelles tentatives et de découvertes peut-être un peu tardives de nouvelles options à proposer aux patients et que au fil du temps, on peut changer un peu notre façon d'aborder les choses en fonction des apprentissages qu'on fait au fur et à mesure. Les points importants, c'est que le risque de dépendance aux hypnotiques est tel que, a posteriori, je m'en veux de lui en avoir prescrit initialement et que, dans la mesure du possible, il me semble qu'il faut éviter au maximum la prescription de ces médicaments pour lesquels les dépendances sont vraiment difficiles à traiter. Et que le meilleur traitement de l'insomnie, c'est étonnant, mais c'est la restriction du sommeil, c'est donc contre-intuitif. Mais pour prescrire le sommeil, il faut prescrire de moins dormir. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, les références utilisées pour cette vidéo sont disponibles en description. Si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont faits pour cela. Vous avez également mon mail qui est disponible si vous préférez discuter directement. Et surtout, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. À très bientôt pour une prochaine vidéo.